de l'hôtel Elena. Ça, c'est vraiment un captage privé. C'est nous qui l'avons accompagné. Là, c'est privé. Ça, c'est privé. On l'a accompagné en suivant le code de l'eau. D'abord, il faut écrire au ministre que tu veux capter de l'eau. Parce que l'eau est une ressource publique. Tu veux capter de l'eau pour des fins privées, commerciales. Il y a une commission qui est venue. Ils ont dressé une étude d'impact environnemental et social. Et puis, la question a été envoyée au conseil communal. Les honorables députés sont venus visiter. Et puis, il a eu un certificat d'exploitation signé au ministre. Et là, il paie une redevance au niveau de la commune. En fait, là en bas, en dessous de l'hôtel Elena, hôtel Iwachu, il a fait un captage, il a installé des réservoirs, il a fait un système de pompage, de refoulement, et voilà, il exploite cela. À part le car wash que nous voyons là-bas, aujourd'hui, il a acheté une voiture qui transporte de l'eau, il livre de l'eau sur chantier, sur des hôtels, donc ça devient un grand business. Alors, pour un agriculteur, en principe, il devrait suivre la loi. Parce que quand tu suis la loi, tu as moins de conflits avec les autres usagers. Mais non, sachant que l'eau n'est pas toujours, même si tu suis la loi, l'eau reste publique. Tu ne vas pas dire que tu ne vas pas laisser de l'eau pour d'autres usages comme l'abreuvement du bétail ou d'autres services. Donc tout est possible, il faut seulement suivre la loi. Donc pour vous, ce que je pourrais vous conseiller, donc il faut suivre la réglementation, comme je disais, il y a la politique nationale de l'eau, le code national de l'eau, le code de l'eau, la stratégie nationale de l'eau. Nous avons un plan d'action de gestion intégrée des ressources en eau. Donc il y a des étapes, et c'est possible. Donc l'avantage de cela, la personne qui pourrait capter de l'eau pour s'en faire, il peut l'utiliser pour l'irrigation, mais après il peut créer d'autres services connexes et économiques. Donc ce qui est une bonne chose. Je pense j'ai compris que vous êtes dehors de visuel. Si vous avez un peu de temps, on pourra échanger. Si vous avez des questions pareilles, on pourrait accompagner la personne désireuse de faire un projet privé à partir d'une ressource en eau publique. Je vous remercie. Mais tout en étant communautaire, chacun peut l'exploiter, soit dans l'intérêt de la communauté, ou bien pour ses propres intérêts, à une seule condition, de ne pas empiéter sur les droits des autres, de ne pas nuire aux voisins et autres. Bon, nous remercions quand même de l'information en ce qui est de ce car wash qui se trouve là-bas. Avoir les quantités d'eau qui coulent, le fleuve qui coule tout le temps, s'il devait payer la facture directe de la régie des eaux, je pense qu'il aurait déjà migré, je ne sais dans quelle commune de Tchangouzo ou quelque part, parce que la facture serait effectivement très grande. Lui, il a compris quand même que l'eau est une ressource économique qui ne doit pas s'endormir, mais qui doit être employée. N'oublions pas que dans la petite vallée où il puise, il y a un cours d'eau. Mais ce petit cours d'eau doit toujours recevoir de l'eau. Si ce petit cours d'eau avait tari, il aurait déjà eu des problèmes. Mais personne n'a constaté qu'une bonne quantité de l'eau avait été retirée pour être utilisée ailleurs. Ce qui veut dire que c'est la preuve que la quantité qui était là était de trop pour les usagers directs.
Évidemment, quand vous descendez plus bas, dans le grand cours d'eau, les gens ne voient plus la situation. Mais comme on ne peut même pas la voir en aval, c'est une bonne chose que cette eau quand même soit utilisée. Et au total, même après lavage, évidemment, c'est peut-être de l'eau un peu salie, l'eau retourne toujours à la rivière. Oui, l'eau est acheminée directement à la rivière, mais devrait être d'une façon ou d'une autre purifiée, à ce que déjà contenant des détergents et autres éléments. Ça, c'est un exemple quand même d'une exploitation, disons, qui se voudrait économique de l'eau. J'allais juste compléter. En fait, lui, il a respecté les principes qui sont conseillés dans le code de l'eau. Principe de prélever, payer. Quand tu prélèves une ressource en eau, tu dois payer. Donc là, il est respecté. Mais là, comme Alphonse venait de le dire, il n'a pas respecté le principe polluer, payer. Parce qu'à un certain moment, il pollue. Vous voyez qu'il y a de l'eau qui stagne dans les caniveaux, qui retourne un peu dans la ressource. Après, parce que l'eau, cette ressource avec pleine d'eau détergent, et puis les gens en bas vont irriguer avec cette eau. Vous comprenez qu'il faut une taxe agronome communale. Il y a dossier là, il y a la taxe, mais il y a hapa majananga et para. Et mu muca ya prelever, ya poliwere payer nayo. Urumva ko mu muca ya prelever payer, mu muca ya poliwere payer nayo. Oui, oui. La situation est complexe. La même situation se produit sur diverses entreprises industrielles, agro-industrielles, notamment le déparchage des cafés. C'est très problématique. Donc, c'est une question globale. Quand vous allez du côté de Bujumbura, les tanneries, la brasserie, ainsi de suite, c'est varié, savonnant, tout ça, quand même quelque chose devrait être fait. Pas seulement qu'ils soient pollueurs, payeurs, mais ils doivent recycler d'abord. Ils recyclent et ils payent. Parce que de toute manière, vous ne pouvez pas payer pour empoisonner. Non, ça ne va pas. Il faut d'abord purifier, oui, et puis payer quand même une certaine taxe. Et la pollution, en fait, ce n'est pas uniquement ce que nous voyons au physique, il y a un peu de tout. L'odeur qui se dégage, comme on l'a dit, on l'a vu, de ces usines à café. L'odeur qui se dégage de la tannerie de Bujumbura. L'odeur qui se dégage de la brasserie. Est-ce que pour le voisinage, ce n'est pas un peu dangereux? Les voisins directs. Non, c'est vraiment, peut-être si certains peut-être n'en sont pas conscients, mais c'est quand même grave. Tout cela, évidemment, doit être envisagé globalement, et le ministère de la Santé et le ministère aussi de l'Intérieur, responsable de la population, doivent prendre les choses en main. Mais ne pensez pas que ce soit chose facile. Si vous avez des eaux polluées, oui, arriver à réparer, ce n'est pas toujours facile. Les coûts sont énormes. Par exemple, pour ce qui est des usines à café dans le pays, je pense que jusqu'ici, ils n'ont pas encore réussi. Ça n'a pas marché. Il y a eu juste des actions pilotes, mais les coûts sont énormes, oui, et ça ne marche pas encore. Mais il y a des choses qui peuvent être faites. Par exemple, au lieu d'envoyer directement dans les cours d'eau, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas, par exemple, des trous, des transvasements progressifs? Comme ça, il y a quand même déjà un degré de, disons, de réparation, un degré de, non pas de purification, mais il faut quand même quelque chose qui soit fait. Il en va quand même de la brasserie, de toutes ces tanneries. S'ils avaient prévu depuis longtemps
des systèmes de transvasement, je pense que la situation actuelle ne serait pas ce qu'elle est. Mais le pays prend de plus en plus conscience de cette situation. Nous pensons que les choses iront mieux dans un avenir qui se voudrait proche, évidemment. Il ne faudrait pas attendre les 100 ans pour pouvoir commencer à réparer. La brasserie ne pollue plus parce qu'il recycle l'eau à partir quand on a les pays. Oui, que ce soit au niveau d'ici, au niveau de... Tant que j'ai le micro, je voudrais peut-être revenir à la question. Mais ce n'est pas une question, c'est une demande ou un souhait du chef de service du PPAI qui a demandé une formation en rapport avec le changement climatique. C'était adressé au directeur de la formation. C'est dans ses attributions. Mais il m'a dit qu'on va mettre ça dans les recommandations. Il y a encore une intervention quelque part? Nous allons, comme le modérateur vient de le dire, nous allons rester dans le concept de l'eau qui est un bien économique, c'est un bien social et aussi c'est un bien public. Nous allons aborder donc cette irrigation collinaire en tant qu'approche innovante. Ici, avec l'introduction, donc toutes les communes rurales du Burundi, c'est le cas général, les populations vivent en grande partie de l'agriculture et de l'élevage. Ça, c'est évident. Il y a des défis qui sont liés à la maîtrise de l'eau. Partout l'eau coule et l'eau n'est pas valorisée. Ils ne savent pas que l'eau, c'est du trésor dans la production agricole. L'aménagement des marais, la technicité agricole, donc les pratiques agricoles sont encore rudimentaires. Donc c'est en rapport avec la valorisation de la ressource eau en général. Donc le secteur agro-silvopastoral donc, est très bas et les ménages continuent à s'appauvrir. Donc il faut noter que les besoins restent énormes en ce qui concerne l'eau agricole. Il y a beaucoup à faire en matière de l'eau agricole. Donc l'irrigation agricole vient donc de résoudre les problèmes qui sont liés à la pression démographique et aussi au changement climatique. Vous voyez par exemple avec le piste numéro 1, l'exiguïté des terres cultivables. Donc tu peux trouver un ménage qui n'a pas de marais, mais qui a des étendues sur des collines, avec aussi une disponibilité d'eau qui coule, mais qui ne tient pas compte d'utiliser, de valoriser ces ressources naturelles. Et la diminution de la production agricole, c'est aussi lié. Et des épidémies causées par des perturbations climatiques, de l'attentisme de la population envers les aides étrangères. Ils ont des étendues à exploiter et qui l'eau aussi coule, mais ils continuent à dire à espérer des aides étrangères. Venez nous aider dans ceci et dans cela. Ça, c'est aussi évident, l'augmentation des prix pour les produits divers au marché.
Ça vient aussi résoudre le faible niveau de revenus pour les ménages face à la montée des prix pour les denrées alimentaires. Ici, la majeure partie des montagnes circumbantes ont de difficiles utilisations de l'eau des rivières pendant la saison sèche. Et cela nous pousse à s'investir dans une agriculture et durant toutes les saisons culturales. Selon la topographie, tu ne peux pas amener l'eau de la rivière pour aller arroser dans les montagnes. Il y a des actions qui ont été menées, notamment la sensibilisation sur la conservation de la production agricole. Ça, c'est au niveau national. Il y a aussi la sensibilisation sur le non-gaspillage de la production vers le marché. Et la mise en place de la loi sur l'irrigation collinaire. Il y a une loi qui parle de l'irrigation collinaire. Et la mise en place de la loi sur la loi de mise en place de petites parcelles irriguées pendant la saison sèche pour chaque ménage. Et cela a été sensibilisé que chaque ménage doit avoir, et d'ailleurs c'est pas la sensibilisation, donc c'est l'obligation, que chaque ménage doit avoir une petite parcelle irriguée. Ici, nous allons parler des aspects organisationnels pour l'irrigation collinaire. Pour se lancer dans l'irrigation collinaire, il faut premièrement avoir son projet. Qui dit projet dit un budget, un investissement dans l'amélioration des conditions de vie de la population. Donc ça va venir résoudre les besoins des populations de la zone d'intervention. Donc on identifie les besoins de la zone en matière d'un manque d'eau pour les collines et puis on inventorie ce projet. Il y a des aspects organisationnels également. On fait une réunion de concertation des acteurs écrits. L'administration est aussi impliquée dans cette réunion de concertation. Il faut aussi collaborer avec les services techniques des concentres. Là-bas, il faut collaborer avec ces services. Donc, on appelle des structures pérennes. Donc, même tout le projet, même à la fin de ce projet, si vous voulez aménager un barrage d'irrigation, par exemple, ces structures pérennes, c'est ça qui vont rester, même après le projet, pour coordonner la suite. Collaborer avec les autorités administratives, et ça, c'est... Il faut aussi inventorier tous les usagers. Lui aussi, c'est très important. Il faut inventorier les usagers de cette eau qu'on veut canaliser comme irrigation, notamment les éleveurs, les agriculteurs, les utilisateurs de l'eau domestique, les activités de lessive et de cuisson, les exploitants aussi du bas-fond. Ici, pour capter l'eau, le captage, et puis transport. En dernier lieu, utilisation à des fins agricoles dans la zone dominée. C'est peut-être le système qui coûte le moins cher parce que parfois, on peut prendre l'eau, ce qu'on appelle un captage au fil de l'eau. C'est-à-dire, ce n'est pas un grand barrage, juste, vous barrez un peu, l'eau monte un tout petit peu, et puis vous acheminez l'eau là où vous voulez. Si vous voulez peut-être agrandir votre, disons, zone dominée, vous pouvez prendre l'eau plus haut, parce que vous ajoutez la tranche ici. Ça, c'est un système, mais il y a le deuxième système dont il a parlé, c'est évidemment un système qui puisse être un peu plus coûteux, c'est-à-dire monter l'eau par pompage. Oui. Si vous pompez en pédalant, c'est très sûr que vous n'allez pas pédaler très haut. Oui. Et surtout que vous n'apporterez pas beaucoup.
Et je pense que la pompe à pédale a été beaucoup développée dans la zone de Kirundo, quelque part là-bas, autour des lacs, et c'est juste la zone qui surplombe les lacs. Oui. On pompe l'eau du lac, on l'amène quelques 30 mètres plus haut. Généralement, il n'y a pas une très forte pente, et puis on l'utilise directement pour production, généralement, de légumes et autres. Mais, à grande échelle, au lieu d'utiliser la pédale, ça peut être un système de pompage. Oui. Qui vous livre une grande quantité d'eau. Oui. Mais la grande quantité d'eau, ça veut dire aussi pouvoir la gérer. Oui. Si vous avez une pompe qui vous fait 60 mètres cubes à l'heure, ou bien en 15 minutes, est-ce que cette eau est facilement gérable? Non. Ça va vous demander encore des stockages, des distributions, et ainsi de suite. De toute manière, à ce moment-là, l'eau, vous l'avez et vous pouvez l'utiliser. Et un des problèmes que nous avons maintenant, c'est quoi? Et il l'a souligné et c'est très important. Est-ce qu'on a déjà fait l'inventaire et le total des zones qui pourraient être irriguées par ce système d'irrigation collinaire gravitaire? Non. La fois dernière, je vous parlais par exemple de toutes ces eaux qui s'écoulent dans la commune d'Ichouri. Oui? Mais ça c'est un versant. Et l'autre versant, alors, de Nyarusangi. Est-ce que ce n'est pas la même situation? Ah oui, ils ont aussi un nombre de cours d'eau appréciable. Et tout ça pourrait être, disons, mieux et bien exploité. Donc tout cela, c'est possible, ce n'est pas là seulement. Même dans les communes où on pense que l'irrigation collinaire marche, il y a encore beaucoup à faire. Si nous parlons de la commune Oudjendana, il y a encore beaucoup à faire. Il y a de petits cours d'eau qui ne sont pas encore suffisamment exploités. Et cela est aussi vrai dans toutes les autres communes. La commune de Gitega, nous voyons la ville ici, mais nous avons de l'autre côté la zone Mouga qui reste en grand potentiel. Monsieur l'agronome, je pense que Mouga reste aussi en grand potentiel d'irrigation collinaire au niveau de la commune. Et ce n'est pas petit. La zone de Mouga, c'est grand. Et donc, si on pouvait exploiter comme il faut, disons, le système d'irrigation collinaire, je pense que l'accroissement de la production pourrait être sensible et visible à courte période, beaucoup plus que même ce que nous avons de l'exploitation des marais. Mais après, il peut arriver dans d'autres communes. Parce que dans d'autres communes, il y a certaines collines, dans les communes qui coulent, mais qui nécessitent l'aménagement des canaux d'irrigation. Quels critères qu'on prend pour faire ces canaux d'irrigation? Ou bien des canaux d'irrigation sur telle commune? En fait, en définitive, ce qu'on dit être l'irrigation collinaire, ça se classe dans ce qu'on appelle la petite irrigation. Parce qu'à côté de la petite irrigation, il y a la grande irrigation. Comme petite irrigation, bien entendu, si ça va dans d'autres communes, ce n'est pas général, c'est ponctuel. Oui, suivant des zones et des cours d'eau. Mais, si vous dites la commune X, Nyarusange, là chez vous, oui, irriguer telle ou telle autre colline, le système marais ne cadre pas directement avec ce qu'on appelle, ce que maintenant, ce qui est en vogue, l'irrigation collinaire. Ça, c'est un autre système, oui, le système d'aménagement des marais. L'aménagement des marais ne fait pas partie de ce système. Oui, avec l'irrigation collinaire, évidemment, ça dépendra. Parfois, les exploitants sont à la hauteur d'installer eux-mêmes
de petits canaux d'acheminement de l'eau. J'ai déjà vu même des endroits où, quand le sol est filtrant, ils y mettent papier plastique eux-mêmes. Ou bien ils utilisent des bambous comme aqueduc de passage pour traverser, disons, de petits cours d'eau. Ils ont toute une série de petites techniques, disons, ceux qui ont déjà expérimenté. Peut-être que vous aurez l'occasion un jour de faire des visites là où c'est pratiqué, mais c'est une ingénierie, une série de petites techniques qui parfois même peuvent vous étonner quand vous n'avez pas encore été initié dans la gestion de ce genre de système. Peut-être qu'il y a des questions. Peut-être il y a une question qu'il a posée indirectement. Alors, comme je suis ici, Samuel il sera difficile à Samuel de répondre à la question. Donc, le choix des communes d'intervention. Au fait, ça dépend des opportunités de financement, mais aussi ça dépend de la motivation. Au fait, pour nous, à VEDEC, ce n'est pas à nous de venir identifier un projet. Par contre, nous travaillons avec les communes à travers l'approche maîtrise d'ouvrage communale. C'est à la commune de nous proposer un projet et ensemble, nous essayons de trouver un partenaire technique et financier. Donc, à Bugendana, vous avez compris que nous travaillons dans un microbassin de 40 hectares depuis 2008. Donc, on essaie de faire des interventions relatives à la valorisation de l'eau et en fonction des opportunités de financement. Donc, c'est ça. Donc, n'hésitez pas de nous présenter le projet. Nous pouvons venir pour l'étude de faisabilité, mais sachant que l'exécution doit être multi-acteur. La commune va participer, la communauté va participer, et avec VEDEC, nous pouvons toquer à gauche à droite pour trouver un partenaire technique et financier. Sachant qu'aujourd'hui, pour tout projet, un cofinancement est exigé. Donc, merci beaucoup. Donc, vous prenez le devant pour identifier des projets fiables et ensemble, on les monte ensemble et puis on cherche des financements également ensemble. Merci. Merci encore une fois pour m'accorder la parole. Nous allons essayer quand même d'y aller très rapidement, car ce sont des notions qui sont très habituelles pour vous et pour moi. Et donc nous allons, c'est une présentation en rapport avec la préparation des germoires et de semis. Nous allons suivre son plan de présentation. La définition d'une pépinière, donc c'était lié où les plats agroforestiers et forestiers, aussi fruitiers, légumiers sont élevés pendant un certain temps. Donc, il y a des préalables pour la bonne production des plants en pépinière. Donc, il faut un projet, il faut avoir un bon choix de fournisseurs et de semences, sinon ça ne peut pas pousser, par exemple. Il faut maîtriser les échéances sylvicoles, de la plantation et l'écressage, l'élevage. Il faut cibler le marché d'écoulement si c'est commercialisable. Si aussi c'est très important, les critères de choix d'un site de pépinière. On va tenir compte du type de sol, sol qui est riche quand même en éléments nutritifs. Donc un endroit où il y a la disponibilité de l'eau, tout près du site de pépinière. Il y a aussi un endroit où il y a la disponibilité des plantes ou des arbres aux alentours pour avoir des matériels d'ombrage. Il faut aussi qu'il y ait une distance par rapport au site arboisé, sinon il y aurait des pertes et des bras. Aussi, il faut dans un endroit où il y a la disponibilité d'une main-d'œuvre. Les étapes, vous les connaissez. Il y a l'aménagement des germoires, et puis le semis des graines, la préparation d'un site de pépinière,
le remplissage des sachets. Il y a aussi le rangement des sachets. Il y a l'entretien de pépinière. Il y a aussi la production de l'itinéraire et sylvicole. Il y a aussi l'entretien des plantations. Pour les germoirs, une petite entorse sur la méthodologie, parce que moi-même, je voudrais bien poser des questions. Parce que j'ai deux questions, au moins aussi, qui me préoccupent. Comme vous le savez, il a été décrété que les sachets en plastique ne sont plus utilisables. Il nous faut du matériel biodégradable. C'est ça? Mais en fait, qu'est-ce que ces alternatives de sachets plastiques actuellement, qu'est-ce que nous avons comme alternative aux sachets en plastique qu'on avait dans le temps? Est-ce que c'est efficace? Et jusqu'à quel niveau ça, c'est réellement efficace? Oui. C'est une réflexion qu'on pourrait faire. Et d'ailleurs, les agronomes qui sont sur le terrain en savent beaucoup, mais aussi au niveau de la BPAE, ainsi, etc. Les alternatives actuelles aux sachets en plastique biodégradable. Oui. Et leur efficacité. Monsieur Joseph, je sais qu'il a quand même la réponse, si pas une solution. Merci de m'accorder la parole. Vous me demandez si nous voyons l'efficacité, si l'alternative sur l'usage des sachets auparavant avec les sachets biodégradables. Cette fois-ci, nous utilisons les paniers confectionnés en feuilles de bananier. Et d'ailleurs, ce programme a commencé avec le programme Habitat VB. Nous avons fait des pépinières à 100% avec des paniers confectionnés en feuilles de bananier. Même pour les autres pépinières, les pépinières que nous faisons maintenant, dans toutes les collines, nous utilisons des paniers confectionnés en feuilles de bananier. Et je crois que c'est efficace jusqu'à 90%. C'est efficace jusqu'à 90%. Oui. Seulement, nous avons un problème de termites. Et à ce niveau-là, nous avons demandé à ce que nous accorde des produits pour traiter. On nous a donné des insecticides pour traiter. Et à part cela, je ne vois pas un autre inconvénient. Merci. C'est aussi un matériau local qui normalement génère aussi quelques revenus aux personnes qui les fabriquent. Bon, parce qu'au niveau de la valeur, la personne qui fabrique ces sachets, est-ce qu'il rentre dans ses frais? Ça coûte combien, disons? Bon, pour le moment, pour les pépinières que nous avons mises en place, le sachet ou le panier qui est confectionné en feuilles de bananier, nous n'avons pas encore donné de prix, mais c'est estimé à 15 francs la pièce. Oui. Le plan peut se vendre à 50 francs. Le plan
des agroforestiers ou forestiers. 15, c'est un panier vide quand même. Oui, de fabrication. Il y a un coût de remplissage et de rangement. Oui. Mais je pourrais ajouter quelque chose pour ces paniers confectionnés en fait de bananier. Si le site de plantation n'est pas proche du pépinière, on observe souvent d'énormes pertes dues au transport. On perd beaucoup de plants suivant le transport. Oui, du site de plantation. Mais aussi, il y a des plants qui ont un cycle long, comme les avocatiers. Là aussi, on voit qu'il y a beaucoup de problèmes parce que le plant, si on veut greffer ces avocatiers, ça augmente le temps du plant dans la pépinière et ces paniers se détériorent facilement. Je peux ajouter quelque chose. Je peux parler le cas concret du pipar bébé. Le plat produit pour le pipar bébé vendu à 60 francs. Mais c'est fractionné en deux, c'est-à-dire 30 francs par panier. L'ampli qui sort est rangé et même ombragé. Et rangé et ombragé. L'autre 30 francs, c'est pour l'entrée. Je vous remercie. Et en fait, je veux aussi ajouter ou rebondir sur la question. Selon l'expérience, dans notre projet qui s'appelle Accord, qui engage les agriculteurs à se lancer dans l'agroforesterie, pour les plants d'arbres agroforestiers tels que les Caliandra, Greveria, les Senna, on peut facilement utiliser ces paniers faits en fait de bananiers. Ça peut marcher. Mais pour les plants fruitiers, ça ne marche pas. Et ça ne marche carrément pas. On a fait ces pépinières de plus de 100 000 plants. En tout cas, pour les arbres fruitiers, ça ne marche pas. Mais il y a une alternative. Il y a une industrie basée au Burundi, d'origine burundaise, qui fabrique des sachets biodégradables. Et 1 kg coûte 25 000 francs. Et dans 1 kg, on peut trouver entre 350 et 500 sachets. Donc, 1 kg. 350, oui, 25 000 francs. Donc, 1 kg aussi, c'est 3500, 350 au 25 000 francs. Le prix unitaire, c'est par sachet, c'est autour de 70 francs. Si ça marche. Et normalement, ça devrait valoriser quand même parce que le plan fruitier coûtera plus cher. Oui, c'est autour de 2500 minimum. Ou 2000, 2500. 2000, 1500 à 2500. Donc, à ce moment-là, c'est faisable, ça peut marcher. Mais ça ne marchera pas avec les plans, par exemple, de café peut-être. Ça marche. Le café culture, ça peut marcher. Même les gruyères, ça marche, on fait des petits calibres. Oui, oui. Et c'est bon. Et c'est avec satisfaction, quand même
avec les changements. Et un autre élément, est-ce que les données techniques sont déjà aussi adaptées? Ou bien, dans l'entretemps, on adapte les données techniques. Par exemple, quand je dis les données techniques, nous savons que le sachet traditionnel, oui, avec plan, le caféier, ou Gruyère, par exemple, on pouvait mettre sur une plateforme de 10 fois 12, toujours on se disait 3000 plans. Oui, et ça marche. Mais avec les sachets en feuilles de bananier, est-ce que ça peut marcher? Si ça ne marchait pas, il faudrait alors ajuster les données techniques et se dire c'est moins ou c'est plus, c'est quoi? Pour que chacun puisse avoir une référence. Quand j'utiliserai ceci, je vais me référer à ça. Quand j'utiliserai cela, ainsi de suite. Si ça, les données sont, on dirait que les données sont adaptées parce que suivant la confection de ces paniers, il y a des mesures qu'on utilise. Si on veut produire des plants agroforestiers, il y a un standard qu'on utilise comme un vide de Fanta. Oui. Si tu veux confectionner des paniers dans lesquels on va produire des fruits, on utilise un standard d'un vide de Primus, du Grand Primus. C'est ça. Je peux ajouter quelque chose, même au niveau du rangement, le comptage est facile. Sur 1 mètre 20 kilos de l'argent, on peut faire un rangement de 20. Et on voit la plate-bande est de 1,2 mètres fois 12 mètres, c'est-à-dire 20 fois 1,2. C'est-à-dire que le rangement est facile et on 5 fois 10, oui. Je veux dire qu'on a autour de 2400 plans sur la plateforme. Ça reste dans les normes, disons, habituelles. Et merci beaucoup de l'information. C'était juste pour moi, parce que je sais que sûrement que tout le monde, les autres sont un peu au courant. Oui, vous aussi. Oui. Oui. Donc, au niveau des pépinières, au niveau des germoirs, on peut être tranquille. La matière première est là pour remplacer malheureusement les sachets plastiques et les données techniques sont là parce qu'on a des références connues et fixes qui ne sont pas changeables, notamment ces dimensions de bouteilles de Fanta et de bouteilles de bière. C'est comme quand on utilisait dans le temps, qu'on utilisait toujours le bouchon de bière pour ce qui est de la fertilisation minérale. Ce sont des références quand même qui prennent. Merci beaucoup. Il y a un autre qui voudrait intervenir. Bon, je crois que eh bien, je pense qu'on va clôturer la journée d'aujourd'hui. Nous avons la journée de demain et d'après-demain. Il faudrait quand même qu'on puisse rentrer et se reposer à temps. Ceux qui n'ont pas encore pris de chambre au Liban de différents hôtels, ils doivent avoir le temps de le faire. Bon, on n'a pas pu être terminé un peu plus tôt,
Mais le constat est clair, c'est que la participation aura été très active parce que les sujets du jour font la préoccupation de tout le monde et en tout temps. L'eau, c'est le facteur, disons, clé, le facteur crucial pour l'irrigation, pour les consommations diverses. Nous avons cerné sa problématique, comment on peut l'utiliser et surtout comment on devrait l'utiliser. Si on ne l'a pas encore fait, c'est le moment quand même de corriger, de nous mettre sur une rail qui nous amène à exploiter suffisamment cet élément eau. Un constat a été clair et dans la pratique, nous avons une masse d'eau qui jusqu'à date se perd dans la nature ou bien que nous envoyons chez nos voisins. Il ne faudrait pas qu'on envoie tout, il faudrait qu'on prenne le maximum aussi pour nous, tout en respectant quand même aussi les besoins des autres, de nos voisins, etc. Nous savons que nos frères d'Égypte ont aussi besoin de cette eau. On ne va pas bloquer la Roubougou, construire disons, un barrage qui va complètement fermer la Roubougou. Ce ne serait pas très gentil, parce qu'ils ont aussi droit à une proportion de cette eau qui vient de chez nous, de l'eau qui vient du Rwanda, de l'eau qui vient de Tanzanie, et ainsi d'ailleurs. L'harmonie autour de l'eau doit se constituer, parce que à l'avenir, il y a même des risques de problématiques, de conflits autour de l'eau. Essayons de les limiter, de préparer l'avenir à ce que la distribution de l'eau soit harmonieuse dans notre pays, mais aussi dans notre environnement régional et international. Je vous remercie.